Merci, merci. Bonjour. Bonjour Toulouse. Tout le monde est là ou il y a encore des gens devant la salle peut-être? Entrez, entrez. N'ayez pas peur comme disait l'autre. Non? Ok, donc je suis Berthier Luit. Merci à l'équipe de l'IoT Valley de nous avoir invités pour cette conférence aujourd'hui. Je suis un entrepreneur, un maker, un investisseur. J'habite à Saint-Malo, j'ai 2 enfants. Voilà. Pour les présentations, alors j'ai la chance d'avoir travaillé avec l'IoT Valley plusieurs fois récemment. J'étais le directeur de Techstar Paris. J'ai investi dans Highlight, que pour ceux qui habitent ici, vous connaissez sans doute. Et Louis Design a fait partie de la promotion numéro 2 de Techstar l'année dernière. Donc j'ai une relation particulière avec l'IoT Valley. Alors je fais semblant de lire mes notes, mais je me suis tout écrit, comme ça j'oublierai rien. J'accompagne rapidement de nombreuses organisations, des startups, des PME, des TPE, des grands groupes sur des questions de transformation numérique et des opérations d'investissement. J'ai la chance d'animer donc cette conversation aujourd'hui avec un ami qui m'est très cher, Jean-Louis Fréchin. Et tout à l'heure, nous inviterons donc Thomas Devineau de Louis à nous rejoindre sur scène pour étendre le sujet. Jean-Louis, tu as une double formation d'architecte d'abord, puis de designer industriel. Tu as commencé ta carrière dans le numérique en produisant des DVD interactifs au milieu des années 90. Tu as été ensuite le directeur de l'École nationale supérieure de création industrielle. Tu as créé No Design, l'agence que tu diriges aujourd'hui en 2001. Tu as été le commissaire de Futur en scène. Et tu es le Français sans doute le plus titré au CES de Las Vegas. Aujourd'hui, on est réunis pour parler de la dictature de l'UX, de l'expérience utilisateur. Et tu t'étouffes déjà, donc je vais continuer de parler. Mais je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Et avant d'en parler, je voudrais que tu nous rappelles ce que c'est que le design à la française, le design dont tu es un des modèles. Bonjour, je suis vivant. Ouf. Non, c'est très émouvant pour moi d'être à Toulouse parce que voilà quoi. Alors, non, parce que l'IoT, l'Internet des objets, c'est quelque chose qui me tient à cœur. No design, ça veut dire nouveaux objets. Et ces nouveaux objets, c'est toujours des objets connectés. Donc, c'est comme venir au Vatican de ce qu'on fait. Vous voyez, c'est l'émotion. Alors le design. Donc le design, sans faire le prof, je suis obligé de vous faire 2-3 préalables très courts. Le design, on pourrait penser que c'est un mot anglais, mais comme disait De Gaulle, l'anglais c'est du français mal parlé, et c'est le cas. C'est-à-dire que le design, c'est un mot italien qui vient de la Renaissance, qui veut dire disegno, et disegno, c'est un mot qui veut dire la forme d'une œuvre et son incandescence, c'est-à-dire ce qu'elle exprime et la manière dont on la voit. Ce mot, avec Léonard de Vinci qui vient en France invité par François Ier, il a été traduit en français par le mot dessin avec un E. Et une œuvre, un tableau, une sculpture, une architecture, un bâtiment, le château d'Amboise, le Chambord, c'était un dessin. Et puis, au siècle des Lumières, des gens très intelligents, les philosophes français, ceux qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui, des gens dans la raison critique, en séparant, ce qui est un élément essentiel de la philosophie des Lumières, le corps et l'esprit, se sont dit on ne peut pas qualifier une chose par ce qu'elle est et par ce qu'on voit. Une personne, la manière dont je regarde Paul, n'est pas ce qu'il a dans son âme la plus profonde. Donc on va faire 2 mots. Il va y avoir le dessin, c'est la technique, et il va y avoir le dessin, l'ambition. Donc en France, on s'est compliqué la tâche. En Italie, c'est toujours très simple, c'est disegno. Les Anglais, eux, ils ont pris le mot qui vient du haut français, et puis ils l'ont utilisé, et s'était théorisé au début du 19e siècle, lors des prémices de la révolution industrielle. Mais design en anglais, ça ne veut pas dire création, ça ne veut pas dire dessin d'une œuvre, ça ne veut pas dire ambition, ça veut dire tout simplement conception. Quand le mot design au sens français, ça veut dire création. Créer, c'est imaginer ce qui n'existe pas. Concevoir, c'est manipuler des concepts, ça n'a rien à voir. La conception, c'est l'art de l'ingénieur, c'est surtout le métier du philosophe. Dans la langue anglaise, c'est la conception qu'on rapporte à quelque chose. Designer web, designer mécanique,
roller coaster designer quand on fait des manèges, train designer quand on fait des trains, rolling stock quand on fait des voitures, etc., etc. Donc, le design au sens anglais, c'est essentiellement l'art de l'ingénieur. Le design au sens continental, italien, français, je pourrais parler de nos amis allemands qui utilisent le mot Gestaltung, c'est-à-dire donner forme avec cohérence, c'est plutôt les systèmes de forme qui permettent à des individus de comprendre la chose qu'on lui propose, ce qui est bien le rôle du design. Donc en fait, dans le numérique, souvent, on pense que cette discipline a inventé le design, c'est faux. Donc le design, vous voyez, ça remonte au XVIIe siècle. C'est né avec la révolution industrielle il y a 100 ans. Le numérique, il en a 25. Donc je pense qu'il a beaucoup à apprendre de ce qui se faisait avant. D'où les confusions. Merci Jean-Louis. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est donc l'UX, l'expérience utilisateur, et comment elle s'est imposée aux entreprises, et notamment aux entreprises françaises, évidemment. On parle aujourd'hui d'économie de l'expérience, et cette économie supplanterait celle des produits et des services. Et l'UX, en fait, est devenue la consumer experience, l'expérience des consommateurs, l'expérience client. En fait, c'est l'alpha et l'oméga de toutes les politiques commerciales aujourd'hui. Et les consommateurs, plus que désirer les produits et les services, cherchent à vivre des moments exceptionnels, des moments plaisants lors de leur consommation ou de leur visite de vos services, de vos produits. Les entreprises doivent donc produire des expériences mémorables pour délivrer plus de valeur à leurs clients. L'expérience devient une source de différenciation car elle offre un vécu original, source de fidélité du client. En tout cas, c'est ce que l'idée de l'UX porte. Et l'importance accordée à cette expérience client, à ce vécu personnel, se traduit par l'injonction aux entreprises de proposer quelque chose de mémorable, quelque chose d'extraordinaire. Donc, j'imagine que pour ça, il faut connaître son client. Et quels sont les outils à la portée des designers pour connaître justement leurs clients. Qu'est-ce que vous faites, vous, chez No Design ? Qu'est-ce que Cathy fait quand elle est même si elle est absente aujourd'hui, chez Saint-Gobain ? Qu'est-ce qu'eux devraient faire dans la salle qui développe des produits et des offres pour les clients ? Alors, avant de répondre à ta question en bon politique, je vais contourner le problème et répondre un tout petit peu différemment. On votera pour toi. Merci. En Europe, on est judéo-chrétien et un petit peu protestant. Et donc, la récompense d'un protestant quand il a bien travaillé, c'est de gagner de l'argent. Mais la question du travail bien fait est très importante. Et l'argent n'est que la récompense d'un travail bien fait. C'est très important dans la culture des produits européens. Les produits européens se vendent à un certain prix dans le monde, partout dans le monde, pour ces raisons-là. Dans la culture judéo-chrétienne, il faut bien travailler, on ne parle pas d'argent, il n'y a pas de question de récompense. C'est pas grave, c'est la même chose. Considérer qu'on doit satisfaire un client, c'est se tromper d'objectif. La satisfaction du client, c'est la conséquence de quelque chose, ça ne peut pas être un objectif. Je vais prendre un exemple très clair, parce que je ne peux pas faire une opposition capitaliste-marxiste ou design européen, design anglais, américain, même si le design américain est consumériste et que son but c'est de fabriquer des marchandises et que le design européen, son but c'est de fabriquer des produits qui, parce qu'ils sont bons, se vendent, ce qui n'est pas la même chose. Je vais créer, et je répondrai à ta question sur la connaissance de l'utilisateur, parce qu'effectivement dans l'UX on confond la connaissance du client avec l'acte de création. Puisqu'on est à Toulouse, je vais me lancer dans un business de design culinaire. Et donc je vais concevoir un cassoulet. Et moi, je suis John, américain, et je vais faire un fast-food de cassoulet aux États-Unis. Donc pour l'américain, la question de la recette n'est pas importante. Il faut donner un produit aux gens à un coût très faible, avec des stimulations maximum qui lui permettent d'avoir un taux de satisfaction très élevé. C'est le modèle de McDonald's. Et ce modèle, on le nomme effectivement orienté client, on le nomme captation, on le nomme attention, on le nomme satisfaction. Winnicott
qui est un philosophe très connu, psychologue, a parlé de pulsion. Donc on est dans un marketing de la pulsion. Il faut satisfaire ce que la personne veut tout de suite. Donc c'est un modèle, c'est le modèle McDonald's, c'est le modèle de l'UX américaine, c'est le modèle de Google, c'est le modèle de Facebook. Ils ne vendent pas du cassoulet, ils vendent de l'attention, mais c'est la même chose. Le modèle du cassoulet toulousain, c'est de la grande cuisine. Donc c'est des ingrédients qui sont bons. La recette, elle est connue. Le savoir-faire dans cette recette est très important, c'est-à-dire que le résultat final n'est pas l'application d'une recette, elle est un savoir-faire qui dépasse la simple conception, qui dépasse la simple raison, qui peut aller toucher l'art. Un produit européen, c'est ça en général. C'est un produit sur lequel il y a beaucoup de raisons et dont le point final relève de l'art. Les autos allemandes, la magie de la Twingo, les produits de Vialet, les produits Wissings, la sensation de pilotage des drones Parrot, les vélos Peugeot, le renouveau de Peugeot. Je ne sais pas si vous avez vu l'hystérie au travers d'un concept car un peu rétro au dernier salon automobile. C'était juste une voiture avec 4 roues qui ressemblait avec ce qui avait déjà existé. Le produit a déclenché un engagement absolument phénoménal. Là, ça dépasse l'entendement, ce n'est pas une recette, c'est de l'art. Et la différence entre ce cassoulet, c'est-à-dire cette maîtrise de la grande cuisine, qui est une raison au départ et qui devient un art, versus une recette appliquée pour arriver à un résultat, c'est la différence finalement entre des pratiques européennes, dont françaises, et des pratiques américaines. Dans le cassoulet, il n'y a pas de pulsion, il y a du désir. C'est complètement différent. Alors effectivement, entre impulsion et une désir, c'est quoi la différence ? Je vais être trivial, entre tirer son coup et aimer la femme de sa vie, c'est pas la même chose. Et au niveau des produits, c'est exactement cette opposition-là. Le désir, c'est une pulsion, c'est de l'instinct animal. Donc vous donnez des satisfactions, des stimuli dans la bouche aux gens pour les contenter, vous les aliénez et vous leur donnez du contentement. C'est le modèle McDonald's. Quand vous faites un cassoulet, généralement vous êtes avec des amis, vous l'avez préparé, vous l'avez fait pendant des heures, le résultat il est complètement différent. C'est de l'amour, c'est du désir, c'est de l'amitié, c'est du bonheur, c'est de l'art. Et en France, on ne peut pas faire des produits en allant travailler comme travaillent nos amis américains, parce que c'est pas ce que le monde attend de nous. On dit les produits français, c'est Hermès, c'est Vuitton, c'est L'Oréal, c'est Sisley, c'est toutes ces marques de luxe. Mais dans tous les produits tech français, on attend la même chose. Quand Parrot, qui est une boîte qui a une vie compliquée mais qui fait des produits merveilleux, est apprécié à l'étranger, on retrouve des valeurs, un peu de folie à la française. C'est pareil pour Wissings. Et je vais répondre à ta question. Comment, donc, on sait qu'on va créer de l'amour ou des pulsions ? Donc il faut connaître les gens. En Europe, historiquement, parce que le design n'a pas commencé avec le numérique, je vous le rappelle encore une fois, c'est important, en architecture et dans le design produit, on utilisait les ressources d'une discipline universitaire connue qui s'appelle la sociologie, qui sont des gens qui font 5 ans d'études, qui font des études avec raison, avec des protocoles assez rigoureux, et qui arrivent à connaître des comportements de la société, de public assez fins. Dans les modèles américains du UX, de recettes, on appelle recherche utilisateur, user research. User research, en anglais, ça veut dire documentation de l'utilisateur. Et on demande à des jeunes de 22 ans de faire des personas à partir de ce qu'ils imaginent être un client d'un produit, genre un produit pour prendre le train facilement, etc. On est dans un cas, dans une caricature, et dans l'autre cas, on est dans quelque chose d'un peu sérieux, d'un peu lourd, d'un peu long, alors qui n'est pas dans l'esprit start-up, mais à un moment, il faut être sérieux. On n'est pas californien, on n'est pas puritain, on est français, un peu épicurien, un peu grossier, comme je l'ai été il y a 5 minutes. Ça fait partie de ce paradoxe qui donne la substance des produits français. Donc, pour connaître l'utilisateur, il faut l'aimer, il faut comprendre que parfois c'est très simple, répondre à un problème ne fait pas un produit, mais fait une prothèse, et qu'un produit doit pouvoir être adoptable, c'est-à-dire servir à plusieurs choses. C'est quoi un produit adoptable ? C'est par exemple un marteau ou un tournevis. Un marteau, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. Vous pouvez faire de la musique, vous pouvez le prendre très proche, vous pouvez le prendre très loin. En fait, le concepteur pense que vous allez l'utiliser comme ça, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Une prothèse, il n'a qu'un usage. Et souvent, les applis, ou dans la mentalité entrepreneur, on est là pour résoudre un problème et on pense qu'on fait un produit. Non, on fait une prothèse. La manière dont on peut adopter, saisir, utiliser un objet
C'est très compliqué et ça relève plus de la sociologie, de l'anthropologie, de la psychologie que de méthodes caricaturales de documentation de l'utilisateur. Si on veut que son produit se vende et donne satisfaction à des gens, il faut le respecter, il faut le connaître, il faut l'aimer, mais il ne faut jamais le caricaturer. Ce qui est un peu le cas dans ces méthodes à 2 balles, les tests AB, les personas, qui sont de la sous-sociologie, qui sont de la sous-statistique, etc., qui sont très proches des méthodes du design consumériste des années 60 et qui sont très éloignées de ce qu'on est au plus profond de notre éducation. Et je parle au niveau européen, je ne parle même pas au niveau français. Alors, est-ce que cette expérience utilisateur, en fait, cette expérience client, est-ce que du coup, est-ce que ce serait pas en fait un leurre? Est-ce que c'est pas un chose-trappe dans lesquelles les entreprises sont tombées? Parce qu'en fait, ils s'adressent à des utilisateurs ou des clients et pas en fait pas des personnes, pas des humains. C'est la question, c'est une très bonne question. Je te remercie de l'avoir posée. C'est une très mauvaise réponse à un vrai problème. Tout ça est né, et je suis désolé, il faut refaire de l'histoire. Je vous rassure, on ne va pas retourner au XVIIe siècle, on va retourner aux années 80. Quand on a commencé à faire des PC pour le grand public, on produisait beaucoup de machines. Et donc très vite, nos amis américains ont eu un problème, nos amis anglais également, c'était de vendre ces machines. On est passé dans les années 70 de ça marche, aux années 80, on fait des PC pour tout le monde, il faut les vendre. Donc c'est poser la question des utilisateurs et des clients. Pour qu'il y ait des clients à des PC dont on n'avait pas d'usage, qui ne répondaient pas à des problèmes, parce que personne n'avait mis dans des tests AB ou dans des personas qui voulaient un ordinateur à la maison, faut être clair, on a commencé à travailler sur une sorte d'ergonomie des logiciels. Et quand on a commencé à travailler sur l'ergonomie des logiciels, on s'est aperçu que les ergonomes traditionnels n'allaient pas du tout, mais que c'était plutôt des paradigmes d'interaction, c'est-à-dire de relations entre des hommes et des machines. C'est des disciplines qui existent depuis le 19e siècle, quand on a inventé les locomotives à la SNCF, ça a été inventé en France. Et ces gens-là, très vite, se sont aperçus, de même que les équipes du Xerox PARC et d'Apple, que dans le logiciel, il y avait des choses qu'on voyait, ce qu'on a appelé le look, et puis des choses qu'on ressentait. Et que dans un logiciel, les choses que l'on ressentait étaient supérieures aux choses qu'on voyait. C'est-à-dire que quand vous voyez un Opinel, vous avez le manche et la lame, bon, grosso modo, d'un point de vue cognitif, vous savez à quoi ça sert. Quand vous voyez un logiciel, il peut y avoir plein d'états dans l'écran, MacPaint, pour ceux qui ont connu, et on ne peut pas représenter tous les états de tous les écrans, puisque vous êtes libre de faire ce que vous voulez dans le... Bon. Donc il fallait gérer cette partie du look et cette partie du fil pour aider les gens à comprendre. Et puis l'arrivée de l'Internet a explosé, et la 3e révolution des services. Et c'est quoi un service? C'est un échange de valeurs sans support tangible. Et donc, ce problème de déficience de représentation s'est accru, à tel point que, par exemple, Nokia a eu du succès dans le monde des téléphones en faisant du design physique de petits téléphones pour dire, voilà, c'est fini les cadres de la banque avec des grands téléphones militaires, on va faire des téléphones pour des femmes plus petites qu'on peut mettre dans des sacs à main. Et c'est ces petits téléphones, le 5100, qui ont déclenché les premiers usages grand public de la téléphonie mobile. Donc les représentations sont importantes pour comprendre. Mais comme c'est une espèce d'idéologie de se débarrasser de la matière, plein de gens en Californie, et là on est vraiment dans une histoire américaine, des journalistes, des cogniticiens, des universitaires, aucun designer, ont commencé à réinventer le design en disant finalement la finalité de l'entreprise, la perception de la marque, la perception du produit, l'esthétique de la perception du produit, etc. Tout ça était plus important que tout le reste. Alors ça n'avait pas été vérifié, mais comme nous en France on est des grands complexés, qu'on adore détester les Américains, mais qu'on fait tout ce qu'ils font, on s'est embarrassé là-dedans, parce qu'en France on n'aime pas les formes, on est très abstrait, on aime bien la psychologie, on aime la sociologie des humanités, etc. Et on a fait tout pareil, en évitant de réfléchir. Sauf que nos amis californiens parlent, et c'est ce que soulignait Berthier lors de cette révolution dans les années 2000, Adaptive Path, Don Norman, etc., de clients. En Europe, on parle plus d'utilisateurs que de clients. Tout doucement, les Américains sont venus à cette notion d'utilisateur. Quand nous, en Europe, et j'en faisais partie, on s'est dit, mais avant toute chose, un être humain est une personne qui doit être respectée, et c'est les valeurs de l'humanisme européen qu'on doit mettre en avant quand on fait des produits. C'est pas tellement son statut de client, son statut d'utilisateur, c'est avant tout son statut de personne. Et je crois que la grande différence entre les méthodes historiques du design et les méthodes nouvelles, c'est que nous travaillons pour des humains,
qui peuvent être des utilisateurs et qui sont parfois des clients, mais qu'on n'inverse pas les objectifs. Tout ça ne sont que des conséquences. On parle d'abord à des personnes qui deviennent des utilisateurs et qui sont des clients. Ou alors, on les transforme en clients, on les respecte comme utilisateur, et la relation qu'on a avec eux sur la durée, c'est une relation de personne, parce qu'il faut vendre avant d'utiliser souvent. Et ça peut paraître des détails, mais vous prenez tous les bons produits que vous avez aimés, pas ceux que je vais vous dire, ils sont bien ou mal, tous les produits que vous avez aimés, et tous les produits que vous avez aimés répondent à ces critères-là. Tous les produits qui vous prennent pour des cons, tous les produits que vous avez achetés sur le pulsion, sur un coup de tête, que ce soit des habits, des téléphones, vous les mettez plus. Vous pouvez avoir des baskets qui sont faits comme ça avec intelligence, vous pouvez avoir des téléphones, vous pouvez avoir des objets, votre vélo, votre voiture, vos outils pour faire de la peinture, vos outils pour bricoler, votre bateau, votre avion, parce qu'on est à Toulouse si vous volez, j'espère qu'il y a des pilotes. Tous les produits intéressants ont ces caractéristiques-là. Et finalement, nous, notre rôle de designer, c'est d'essayer de faire la synthèse de toute cette complexité pour transformer une technologie, des potentiels, un marché, des interlocuteurs de produits avec lesquels on va avoir des relations en un business. Mais on ne se trompe pas d'objectif au départ. Toutes ces ambitions-là sont des conséquences et ne sont pas la martingale pour réussir. Je ne peux pas dire je vais faire un objet que tout le monde va aimer, c'est pas possible. Éventuellement, c'est une conséquence si on a bien travaillé, mais on ne peut pas le décréter. La satisfaction de l'expérience utilisateur, on ne peut pas, c'est mentir. Alors on peut le faire Coca-Cola, on peut mettre des images dans des films, on peut faire comme TF1, capter l'attention, vous maintenir dans Facebook, pas que vous partiez. On peut solliciter vos pulsions animales, c'est facile. Et les Californiens le font très bien. Il y a même un cours à Stanford qui s'appelle la captologie. Est-ce que c'est dans notre culture? Est-ce qu'à courir derrière eux, 10 ans après, on va gagner quelque chose? On sera une start-up française, mais bon, ça ne suffit pas. Merci Jean-Louis. L'année dernière, j'ai eu la chance d'être invité au Tech Festival à Copenhague, qui se tient début septembre, dans un groupe qui s'appelle Copenhague 150. Et on a produit un manifeste, que pour ceux qui ça intéresse, ça s'appelle le manifeste de Copenhague. Vous pourrez trouver ça un peu partout sur Internet, évidemment, sur mon profil LinkedIn aussi. Et en fait, c'était très intéressant la manière dont est organisé ce festival. Alors d'abord, c'est évidemment un festival qui est soutenu par des sponsors, mais qui n'ont pas le droit d'afficher, qui n'ont pas le droit de mettre leur marque nulle part. Et en fait, toute l'iconographie, c'était consumer, user, et chaque fois ces mots étaient barrés, et en fait c'était human qui était le dernier mot de la proposition sur les affiches. Et en fait, et donc finalement, on parle de user experience, de customer, de client experience, et en fait, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas penser à human experience, même si tu viens de répondre partiellement à la question, et en fait, est-ce que la technologie, c'est pas l'aboutissement de ce qu'on essaye de faire en tout cas, c'est pas human to human through technology? Bien sûr, mais j'ai tendance à croire que quand on dit ça, on n'a rien dit. C'est-à-dire que... Je te remercie. Non, mais... Les copains depuis longtemps, je peux prendre ça. Non, mais... Non mais vas-y, lâche-toi. Une chaise ne va pas acheter une table avec laquelle elle veut cohabiter. Donc sortir l'humain de la boucle, ça me paraît compliqué. Ça peut être important dans des systèmes d'automatisation. On veut sortir l'humain. Airbus annonçait qu'ils veulent faire piloter les avions par un seul pilote qui n'a pas de prostate et qui ne va jamais aux toilettes. Mais ils sont tellement forts qu'ils vont y arriver. Il y a des gens d'Airbus dans la salle. La vraie question, c'est si l'expérience, c'est-à-dire le ressenti animal des gens, parce qu'on n'est pas que des émotions, qu'est-ce qu'on offre aux gens? Et si on veut human to human, avec lequel je suis d'accord, il faut amis start-upper, amis directeur de la communication, amis chief product officer, il faut regarder un peu des grands concepts philosophiques. La réponse concrète de designer qu'on fait pour dire l'UX c'est un peu malsain et si on veut toucher human to human, c'est 3 choses. C'est donner du pouvoir d'action aux gens. Un produit, c'est pas quelque chose qui a un usage, c'est quelque chose qui donne du pouvoir aux gens et qui répond à des contextes particuliers. Donc donner du pouvoir, c'est important. Deuxième, c'est la réciprocité, la relation. C'est-à-dire c'est quelque chose qui permet de discuter avec les autres, human to human. Le pouvoir de réciprocité. Je parle, mais c'est pas Facebook me dit que, décide de, et puis moi je mets une petite photo, je suis content. C'est pas ça la réciprocité. C'est des systèmes. Et le troisième, c'est ce qu'on peut appeler l'autonomisation des gens, c'est-à-dire pas les aliéner, les enfermer, mais leur donner du pouvoir. Apprenez à pêcher aux gens, leur apprenez pas à manger du poisson.
Apprenez-leur, il y avait Fred Bardot de Simplon ce matin, apprenez-leur un petit peu à coder, à être habiles avec leurs outils, à personnaliser, à choisir leurs chaises et leurs meubles dans un configurateur. Donnez-leur du pouvoir, de l'autonomie. Et si vous remplissez ces 3 conditions, alors vos produits seront aimés, vraiment. J'en suis convaincu. Alors tu me donnes la transition parfaite pour inviter Thomas à nous rejoindre sur scène. Thomas, c'est un des cofondateurs de Louis, héros local. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Voilà. Et donc Louis, vous avez fait le programme Techstar l'année dernière, on s'est rencontrés à cette occasion, et très tôt, alors moi ce que vous faites, j'en ai rêvé longtemps, donc j'étais évidemment très, très enthousiaste par votre projet, et très tôt je vous ai orienté vers Jean-Louis, parce qu'il me semblait que vous pouviez faire des choses intéressantes ensemble, et comme on a encore quelques minutes, j'aimerais bien que justement, autour des concepts qu'on vient d'évoquer, que tu nous racontes ton expérience, est-ce que la relation et le travail avec un designer a apporté à Louis? C'est ça, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc c'est Louis, on fait du mobilier de bureau pour entreprise qui est 100% customisable, comme celui-là, livré rapidement et issu de forêts éco-gérées en Europe. Et quand on a rencontré du coup Berthier, on a parlé bien sûr maker, design, et il se trouve qu'en fait on est 4 ingés à la base, donc pas designer, du moins pas dans le sens designer français comme l'a décrit très justement Jean-Louis. Et il nous a dit, mais vous devriez aller voir Jean-Louis parce qu'on avait envie de créer une nouvelle collection, une nouvelle ligne. Et donc on est allé avec Paul rencontrer Jean-Louis avec en tête de créer un nouveau produit, ou du moins une nouvelle ligne de table. Et en fait on n'est pas du tout ressorti de ce rendez-vous avec, avec un nouveau design de table, mais une grosse réflexion sur, au-delà du design produit, à qui on les vend, comment ils sont utilisés. Et en fait on s'est rendu compte que nos clients ne sont pas forcément nos utilisateurs, et qu'il fallait les aider à se l'approprier. Et je pense que tu l'as bien décrit sur le mobilier, enfin du moins l'objet n'a pas un seul usage, mais plusieurs, et les gens doivent se l'approprier. Et donc nous, on rend le pouvoir aux aménageurs en leur donnant un configurateur qui leur permet de prendre la pleine puissance de ce qu'on a développé, à savoir, on peut modifier les dimensions, on peut modifier la forme du plateau, on peut modifier l'essence, on peut ajouter de l'électricité, des roulettes, et on peut brander le mobilier. Parce que, en toute humilité, nous chez Louis, le design, oui, c'est important, mais c'est surtout, il est là pour rendre service. C'est au mobilier à s'adapter à l'espace et pas l'inverse. Et donc, avec Jean-Louis, on a beaucoup discuté sur, un peu de manière métaphorique, sur qu'est-ce que c'est un configurateur. Est-ce que c'est juste un truc simple avec une 3D, des petits boutons, et puis les gens ils font ça, ou est-ce que ça va beaucoup plus loin que ça? Et c'était hyper enrichissant, mais je vais laisser Jean-Louis répondre. Je voulais dire 2 choses. Ce qu'on a fait avec Louis, c'est du design de l'offre. Dans le design, il y a le quoi et le comment. Le quoi, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, et le comment, c'est comment on le fait. L'usabilité, l'UX, c'est finalement le comment. Mais ce qui est important pour une boîte, c'est la valeur qu'elle crée, c'est le quoi. Et c'est ce qu'on a pu faire avec eux, ce qu'on appelle le design de l'offre. Puis après, il y a le design de la solution. Ce qui est très intéressant chez Louis, c'est que ce sont des jeunes gens, ingénieurs. Alors, je vois bien des gens qui se gosent, ouais, des jeunes gens, ingénieurs, etc. Mais c'est des ingénieurs au sens avant-guerre. C'est-à-dire, c'est des ingénieurs qui ne sont pas chefs de projet chez Airbus, mais qui sont des faiseurs, qui sont des ingénieurs au sens plein, entier, français, historique. Ceux qu'on fait de la France dans les années 1900, la capitale de l'innovation. On a tout inventé ici. Donc des ingénieurs, hommes du progrès. Il y avait longtemps que je n'avais pas vu des jeunes gens avec un sens du produit aussi élevé. Et puis, comme chez les grands ingénieurs, on en parlait hier à propos de Gabriel Voisin, un grain de folie. C'est-à-dire que pour apprendre à faire des choses, pour apprendre à maîtriser les objets, pour apprendre intimement ce que c'est que le bois comme on met en œuvre, ils inventent des machines, ils inventent leurs machines. Ils designent, ils conçoivent, au sens français, leurs propres machines. Et pour illustrer, à la manière du cassoulet, comment on met au point ces machines, ils ne font pas des meubles, c'est trop facile. Ils font des dracars et ils sont partis dans des délires de bateaux, etc., avec des contraintes, avec du bois, etc. C'est-à-dire un laboratoire d'essai super augmenté, habité par une passion exceptionnelle, qui font que ce sont des gens qui sont habités par ce qu'ils font. Et donc c'est très facile de travailler pour eux, parce que souvent un designer, c'est un docteur qui vient réparer ou compenser ce qu'on n'a pas. Chez eux, c'est plutôt essayer de donner une plausibilité à un paysage et des ingrédients qui sont là. Dans les grands concepteurs, il faut revaloriser, je pense, le métier de designer,
c'est l'habitude de défendre le métier d'ingénieur, qui sont dans une start-up certainement ce qu'il y a de plus important. Je veux dire, le marché, c'est important, les levées de fonds, c'est important, mais le quoi, le que faire, le que proposer, et ce qu'on ne sait pas faire en France, faire un produit, une offre qui a une plausibilité, une cohérence forte, finalement, c'est ce qu'on ne sait plus trop faire chez nous. On sait faire du logiciel au kilomètre et répondre à des problèmes, mais faire une offre de produit comme ils le font, c'est vraiment exceptionnel. Donc pour nous, ça a été très facile et ils sont vraiment très attachants. Je vous encourage à aller les découvrir parce que vraiment, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Hein. Et on en a vu des startups. Hein. Je crois qu'il nous reste quelques secondes. Est-ce que quelqu'un dans la salle a une question pour Jean-Louis ou pour Thomas, peut-être? Non? Bon. Ah, si, parfait. Sinon, vous les poserez au bar ce soir, vos questions. Mais c'est plus marrant si tout le monde en profite. Merci. Oui, c'est juste pour revenir sur ce que vous venez d'aborder. Effectivement, en France, on est très bons ingénieurs, mais version créer des solutions et pas prendre le reste. Ce qu'un Américain m'a résumé cette année au CES par les Français, vous êtes toujours la meilleure technologie, mais vous vendez jamais. Du coup, quand justement vous êtes dans des entreprises où il n'y a pas ce philo-là d'ingénieur un peu ancien temps, comme vous le disiez, comment est-ce que vous faites pour essayer d'arriver à mettre un peu en place cette culture et d'arriver à changer ça dans l'état d'esprit? Alors c'est vraiment la question centrale de design. Je dis plus qu'on est moins une agence de design qu'aujourd'hui qu'une clinique à produits. J'ai pris le mot clinique à bon escient, je nous présente comme des sages-femmes. C'est-à-dire que quand un ingénieur entrepreneur ou un marketeur qui est entrepreneur, ou comme on a vu ce matin, une scientifique de très haut niveau arrive avec une offre de valeur incroyable, nous on est plutôt là comme une sorte de sage-femme qui vient configurer le rêve et le bébé. C'est-à-dire que tout est là, souvent il faut le mettre dans le bon ordre. Souvent, il y a des manques, on a oublié d'acheter la petite layette, le petit bracelet, le petit truc. On est là pour donner forme à ce qui existe. Et pour, non pas, parce que les Français, ils sont très bons en résolution de problèmes, ils ne sont pas bons en proposition de solutions. Pour faire une solution produit désirable, ce que les gens attendent de nous. J'ai été exposé dans les musées du monde entier, on dit « Ah ouais, vous, à nos designs, vous donnez de la poésie aux technologies, c'est tellement français ». Et quand je vois les gens de Thalès, je me dis la poésie chez Thalès, j'ai du mal à la voir. Hein. Mais les gens de Thalès dans la salle? Non, ouais, mais c'est plus, pas grave. Mon père, il a bossé 40 ans, c'est bon. Les gens attendent des choses de nous, une sorte de folie germanique, c'est-à-dire on est entre l'Allemagne et l'Italie. Les gens attendent des choses de nous et on est très peu à répondre à cette offre-là. Alors dans la mode et dans la Design Week, sur la mode à Paris, la Fashion Week, etc., ça va, on rend notre rôle, mais c'est un peu le futile. Mais la semaine, le travail, on a du mal à le rendre glamour. Alors il y a des gens, il y a des héros, Eric Carrel de Wissings, Henri Sédou, Romain Duflo de Highlight, qui fait des produits incroyables, qui est aussi un entrepreneur produit qui a une énergie mais débordante. Mais lui, les délais, il ne sait pas ce que c'est. Enfin, c'est quelqu'un d'exceptionnel aussi. Ça fait 2 sur Toulouse. Hein. Et on est là pour aider. C'est-à-dire, mais pas aider avec des PowerPoint. Hein. On est là pour vraiment trouver des solutions et puis des choses plausibles qu'on sait faire. Design de l'offre, on rêve ensemble. Et puis ensuite, on le fait. Parce que le faire, c'est pas de l'exécution, comme je l'entends trop souvent, il faut bien exécuter. Fabriquer, vous avez dû l'apprendre avec le Drakkar, c'est un outil de conception. Le prototype, c'est un outil de conception. Faire des choses, on apprend des choses. Les accidents créatifs, on pensait le faire comme ça, on le fait autrement. Donc faire les choses, souvent, c'est le moyen de gagner en temps. Les Français ne commencent à produire que quand ils ont compris. Ça fait 6 mois. Et quand ils ont fait les specs, ils commencent à exécuter le produit. Non, il faut bien comprendre que l'espace de la fabrication, l'espace du Fab Lab, l'espace de fabrication concrète d'un logiciel ou d'un Drakkar ou de machines pour couper du bois, c'est un espace d'apprentissage et de conception en temps réel. On n'est pas dans la spec exécution, l'analyse des bons en maths, on est dans un ensemble continu. Ça fait gagner du temps et le design aide à ça terriblement. Merci Jean-Louis. Une autre question ? Non, donc on sera au bar ce soir. Je peux juste pour compléter ce que tu disais, pour ceux que ça intéresse, moi j'ai un document qui m'a beaucoup aidé ces 15 dernières années qui s'appelle le Cult of Done Manifesto, qui est justement sur l'idée du faire et des choses faites. C'est un petit document, 13 principes écrits par Bray Pettis il y a une petite quinzaine d'années. Et je crois que, quand on parle de document, tu as un bouquin qui sort bientôt. C'est l'occasion de faire ta promo, tu as un public à toi. Il sort où, quand et ça s'appelle comment ?
Oui, il va sortir dans à peu près un mois, ça s'appelle Le design des choses à l'ère du numérique, et ça parle un peu de ce que je vous ai raconté. Donc, le design à une histoire en Europe avec que des use cases, comme on dit en langage startup, extrêmement intéressants sur l'invention des choses. La manière de faire des choses et les ressorts profonds dans les produits d'aujourd'hui. Un objet connecté, on n'en a pas parlé, c'est un bien, donc une chose et un service, donc ça se conçoit d'une manière nouvelle. C'est pas le soft d'un côté, le hardware de l'autre. Et puis surtout, comment on arrive à articuler sa stratégie et la manière dont on fait les choses pour faire rêver à nouveau, tout simplement. Voilà, et exceptionnellement, pour les gens qui sont dans la salle, louis.design, donc le site web de Thomas et Paul, ils offrent 10% à tous les gens qui sont dans la salle si vous commandez avant 24 heures ce soir. Voilà.